La fouille des 6-8 rue de la Tannerie à Vannes a eu lieu en 2017 à l'emplacement de l'ancienne maison des associations de Vannes. Elle a mobilisé sur une emprise de 2250 mètres carrés une équipe d'une douzaine de personnes pour une durée de 4 mois. Le terrain étant compris entre, d'une part, la fouille de la rue du Four réalisée en 1982 par Alain Trist et d'autre part celle du 10 rue de la Tannerie menée par Gaëtan Le Cloirec 10 ans plus tard, elle a en réalité permis d'étendre la connaissance de ce secteur de Vannes. C'est mieux là ? Ok. Donc sur une surface globale de 3700 mètres carrés. C'est mieux ? Ok. Bien. Tout en restant très succincte, il convient de préciser que l'installation de cette domus intervient dans le cadre d'un réaménagement complet de ce secteur de la ville. Ainsi, les premières phases d'occupation sont marquées par des installations de type artisanal, que vous voyez ici sur les premières vignettes. Ces occupations vont en s'intensifiant depuis le début du 1er siècle jusqu'à la période flavienne. Et c'est à la fin du 1er siècle que, sous une impulsion manifestement politique, le quartier est totalement remanié de façon à accueillir un habitat urbain. Et également, mais surtout, un ensemble cultuel monumental qui s'étend sur la grande majorité de l'îlot. Donc, vous voyez sur la dernière vignette en bas, cette grande partie ici, c'est l'ensemble cultuel, et la villa se développe vraiment dans la partie ouest. L'écart chronologique qui sépare la construction de la domus et celle du sanctuaire est vraisemblablement très réduit. Néanmoins, les indices stratigraphiques dont nous disposons au niveau de la cour centrale de la domus tranchent en faveur d'une antériorité de cette dernière. Le plan du centre urbain d'Arioritum illustre bien la situation de cette demeure, demeure qui pourrait difficilement être plus centrale. On peut dès lors s'interroger sur le statut social de son propriétaire. Rappelons que la rue qui sépare le Forum au nord et l'ensemble monumental, l'actuelle rue de la Tannerie, est considérée comme le decumanus maximus de la ville, tandis que l'actuelle rue du Four, dont l'orientation diverge de la trame urbaine, donc il s'agit de cette rue-là. Ah, pourquoi j'appuie ? Donc cette rue devait mener au port antique. Les vestiges apparus en partie ouest de la fouille viennent compléter le plan de l'aile sud-occidentale de la domus. Malgré cela, le plan général reste, comme vous pouvez le voir, incomplet, puisque l'aile nord-est de la bâtisse n'est pas connue. Notons que l'identification d'un mur, donc il s'agit, je vous ai mis une petite vignette ici qui est orientée sur la rue de la Tannerie qui se trouvait au nord, et je vous parle ici de ce petit mur-là. Ce mur-là permet de délimiter l'extension de la domus. Si de notre côté de la fouille, les murs étaient tous totalement récupérés, quelques fondations étaient ponctuellement conservées du côté de la fouille de la rue du Four. Dans l'ensemble, ces tracés de murs délimitent sur environ 300 mètres carrés, 6 pièces, organisées autour d'une cour centrale dotée d'un puits. La partie nord de la cour est bordée d'une galerie, ici. Cette galerie est parallèle à la rue du Four et dans son prolongement se trouve une pièce munie d'un sol en béton de tuileaux. En comparaison avec d'autres plans de domus au niveau régional, on peut citer les exemples du centre hospitalier à Carhaix, l'ancien hôpital Ambroise Paré à Rennes. Et puis sur Vannes, on peut également parler de la domus trouvée 21 rue de Verdun. Eh bien, au regard de ces exemples, nous proposons l'hypothèse que cette galerie ait desservi plusieurs pièces de façade qui n'ont pas pour le moment été mises en évidence et
enfin qui ne le sont pas du coup. Ces galeries étaient probablement ouvertes sur la rue du Four, avec une fonction probablement commerciale ou artisanale. Les espaces domestiques, eux, devaient se trouver en partie arrière de la domus, et c'est donc dans ces parties-là, et c'est à l'angle sud-ouest du bâtiment qu'a été mis en évidence la cuisine dont je vais vous parler. Je vous propose ici une vue du secteur de fouilles prise en direction de l'est, sur laquelle vous pouvez voir la cuisine au premier plan, la cour centrale de la domus au second plan à gauche, une arrière-cour dans ce secteur-ci, donc à droite, et au centre, toute cette partie-ci est occupée par la cella de l'ensemble cultuel. Bien qu'en partie tronquées, les dimensions internes de la cuisine sont estimées à environ 4 mètres sur 5, soit 20 mètres carrés. Un solin se trouvant à environ 2,80 m du mur sud divise l'espace interne de la cuisine. On trouve ainsi au sud du solin, donc on ne voit pas beaucoup cette partie-là, on trouve au sud ici, un espace d'environ 13 mètres carrés dans lequel les niveaux de sol attestent une activité intense. Tandis qu'au nord de la cloison, donc c'est la partie qu'on ne voit pas trop, l'espace n'a pas de niveau conservé et sa fonction n'est pas déterminée. On pourrait imaginer un espace de rangement ou de stockage. Dans la partie sud, la mieux conservée, 4 séquences de niveaux de sol, chacun associé à un niveau d'occupation, ont été identifiées. Cette succession de sols témoigne d'une fréquentation assidue et d'un entretien régulier et soigné. Les sols sont en terre battue ou en argile damée. Ils présentent systématiquement des traces de rubéfaction et les niveaux d'occupation associés sont charbonneux, comprennent un mobilier varié constitué de céramique, de faune, quelques éléments de métal et quelques éléments de verre. Comme Marie nous le dira, la fragmentation des éléments céramiques évoque des effets de piétinement que nous avions déjà perçus à la fouille. En dehors du mobilier céramique présentant des spécificités parlantes, les éléments de faune sont également très fragmentés, plusieurs d'entre eux sont brûlés et des traces de découpe ont été mises en évidence. Installés contre le mur sud de la pièce, ici, 2 aménagements successifs sont interprétés comme des tables de cuisson. Donc le premier, chronologiquement, est installé dans l'angle sud-est. Il s'agit d'un plot maçonné de 1 mètre sur 70 cm. Il repose sur un radier que vous voyez ici, constitué de terre cuite architecturale posée de champs. Et le cœur, le centre de la structure est constitué de fragments de terre cuite architecturale liés avec une argile jaune qui recouvre également chaque niveau de terre cuite. Les bordures sont réalisées à l'aide de pierres et de terre cuite de tégulés soigneusement agencés. Le premier sol de la cuisine, que l'on voit ici, vient buter contre cet aménagement. Après le démontage de ce massif, un deuxième, de plus grande dimension, est construit. Celui-ci mesure 1,50 m sur 80 cm, avec une hauteur conservée de seulement 30 cm. Le mode de construction est similaire, avec 5 assises de TCA intercalées et jointes par de l'argile jaune. La base est formée d'un cordon périphérique de pierre, que l'on voit ici, et des tégulés posés à plat délimitent l'espace tout autour de la table de cuisson. Elle porte, elle aussi, des traces de chauffe importantes et elle repose sur le niveau de sol, le niveau d'occupation associé au premier sol.
Il est probable que cet aménagement soit partiellement conservé et que sa hauteur initiale ait été plus importante pour des raisons pratiques évidentes. En effet, ces tables étaient utilisées telles quelles, le feu était manifestement allumé directement à la surface de la table. Nos recherches nous ont permis de trouver 2 exemples comparatifs au niveau régional. Le premier concerne un diagnostic réalisé rue Audrin de Kerdrel à Vannes en 2016 sous la direction de Céline Bélanger. Ce site se trouve à 500 mètres au nord de la Domousse de la rue du Four. L'aménagement qui y a été mis au jour est tout à fait comparable à notre deuxième état de table de cuisson. Il mesure 1 mètre sur 1,80 m et est disposé contre un mur. Ici, cependant, des traces d'enduit de tuyaux ont été relevées. Par ailleurs, si les niveaux de circulation n'étaient pas conservés, la fouille a mis en évidence l'aménagement au sol de sortes de conduits d'évacuation construits à l'aide d'un bris. À carré, ici, la structure est également adossée à un mur et est constituée d'un parement de dalles qui maintiennent un blocage interne de pierre et de terre. Des traces de rubéfaction, là aussi, sont mentionnées. Pour conclure sur ces tables de cuisson, il convient de préciser que plusieurs exemples sont bien connus en Italie ainsi qu'en Gaule narbonnaise. De fait, plusieurs figurent dans la publication de Gallia, dédiée aux cuisines et aux boulangeries en Gaule romaine. En revanche, dans la partie nord de la Gaule, les exemples restent rares et nous invitent à nous interroger sur le statut social des domus dotés de ce type d'aménagement. Avant de passer la parole à Marie, je voudrais dire quelques mots de cette pièce à 2 qui se trouve accolée à la cuisine, donc au nord de la cuisine, ici. Donc c'est une toute petite pièce qui n'occupe qu'un espace de 1,70 m sur 3 mètres, soit environ 5 mètres carrés. Dans cette pièce, contrairement à la cuisine, aucun niveau de sol n'était conservé et aucun indice mobilier ne vient en aide pour l'interpréter. L'emplacement de cette petite pièce, à côté de la cuisine et sur la façade nord de la Domousse, nous invite à proposer une fonction de stockage pour cet espace. En effet, l'orientation de la pièce et l'épaisseur des murs pouvaient contribuer à maintenir une certaine fraîcheur propice à la conservation des denrées. L'hypothèse d'un petit cellier est donc proposée et pourrait être appuyée par la constitution du corpus céramique de la cuisine, comme Marie va maintenant l'expliquer. Alors, donc on va maintenant aborder la question du mobilier céramique. Donc avant de commencer, je voulais juste préciser que c'était une étude assez particulière parce qu'en fait, elle a été entamée par un collègue céramologue, Guillaume Bron, qui a réalisé tout l'inventaire de la céramique et fait tous les dessins. Et donc, suite à son départ, j'ai donc pris le relais pour l'exploitation des données. Donc, l'accent, il a été mis en priorité sur l'analyse fonctionnelle du mobilier, de certains ensembles, car comme Anaïk l'a précisé, cette zone de la cité, en fait, elle a connu de multiples changements durant les 3 premiers siècles de notre ère, où on a vu se succéder des espaces à vocation artisanale, cultuelle et domestique. Donc, nous allons donc voir dans quelle mesure l'étude du corpus recueilli dans la pièce A3 a permis de mettre en évidence des caractéristiques bien précises confirmant l'interprétation de cette pièce comme cuisine. L'analyse fonctionnelle de la céramique, elle a également permis d'appréhender ou de suggérer la fonction de certains espaces à proximité immédiate de la cuisine. Alors, ce sont donc 1165 tessons pour un NMI estimé à 114 vases qui ont été recueillis dans la cuisine. Ils ont pu être datés entre le dernier tiers du 1er siècle et le milieu du 2e siècle. Donc, 51,1% des individus étaient issus des structures identifiées comme appartenant à une batterie de cuisine. Donc, c'est les 2 structures qu'Anaïk vient de vous présenter. Enfin, les 48,5% restants proviennent des niveaux de sol de la cuisine.
Donc, comme elle vous l'a précisé, ils ont été retrouvés associés donc, à des coquillages, à quelques rares tessons de verre, à du métal, donc principalement des clous, à de la faune et donc à quelques éléments de faune brûlés. Et également à une monnaie qui a été retrouvée au niveau du Solin, au milieu de la pièce. Et donc, cette monnaie, il s'agit d'un Dupondus de Trajan, émis vers 101-102, et elle a permis de confirmer les datations céramologiques pour ce niveau de sol. Voilà. Alors, une première remarque, c'est que dès la phase terrain, on a pu observer que le mobilier des niveaux de sol était bien plus fragmenté que celui découvert dans les structures de chauffe. En effet, si le mobilier des niveaux de sol concentre 48,5% des restes de la cuisine, il ne totalise pour autant que 37% de la masse totale du mobilier recueilli dans cette pièce. Donc cette forte fragmentation, elle s'explique facilement par un piétinement récurrent de la zone, mais surtout par des nettoyages réguliers de la cuisine, parce qu'on imagine bien que les éléments les plus volumineux ont probablement été rejetés dans un espace dédié à l'extérieur. Donc ce phénomène, il est bien attesté dans d'autres cuisines en Gaule, notamment dans la cuisine d'une domus d'Anderetum, chef-lieu de cité des Gabales, sur la commune de Javol en Lozère, ou encore ça a été vu dans la cuisine d'une maison de maître fouillée à Grand dans les Vosges. Donc, l'étape suivante a été l'identification des groupes techniques identifiés dans la cuisine. Donc, 72,8% des NMI concernaient la céramique commune locale ou régionale. Donc, il s'agit de la commune claire, de la commune sombre ou de la commune non tournée. Donc, ces groupes techniques, ils sont généralement utilisés pour façonner les récipients voués à la préparation, à la cuisson ou au stockage des aliments liquides ou solides. Ensuite, 21,1% concernaient les céramiques fines. Donc là, on a pu retrouver de la sigillée, de la métallescente, des parois fines et de la terra nigra. Donc, ces catégories sont souvent dédiées au service et à la consommation des mets et des liquides. On note par contre que les amphores, les vases de stockage, sont quasi absents et que les mortiers sont très faiblement représentés. Donc cette observation, elle trouve des comparaisons fortes avec l'étude de la cuisine de la domus de Javol en Lozère, où le céramologue constatait que la vaisselle en présence dans cette cuisine illustrait peu les activités de conservation ou de préparation. Et il pensait que ces activités en fait étaient vraisemblablement assignées à une autre pièce. Donc c'est probablement le cas ici aussi pour la domus de la rue du Four, et ça suggère que le cellier a pu avoir cette vocation. La deuxième étape donc a été consacrée à définir la répartition fonctionnelle des récipients de la cuisine pour mettre en évidence des caractéristiques reflétant les activités culinaires. Donc, en gros, là, je vais vous simplifier le tableau. 75% des vases concernent la vaisselle liée à la cuisson. Donc, il s'agit de plats à cuire à engobe micacée ou encore à un vernis rouge pompéen. Il s'agit de pots et de couvercles. Ensuite, 14% des NMI concernent la vaisselle de service. Donc, ce sont des assiettes, des coupes, des coupelles, des bols ou des gobelets. 8% des vases étaient liés au service ou à la cuisson des liquides. Donc, il s'agit des cruches ou des bouilloires. Et enfin, on note encore une fois que la vaisselle de stockage est inexistante. Donc, la faible présence de céramique fine au sein de la cuisine pourrait corroborer l'hypothèse d'une interprétation de la pièce A2 comme cellier, encore une fois. En effet, il paraît probable que cette vaisselle n'y soit pas stockée, enfin qu'elle ne soit pas stockée dans la cuisine, mais qu'elle y soit vraisemblablement en transit et probablement brisée lors du transfert de service des mets. La très faible représentation des vases de stockage ou encore des mortiers pourrait également s'expliquer par la présence du cellier à proximité de la cuisine, dans lequel pourraient être entreposées les denrées pour leur conservation ou leur préparation avant le service à table.
Donc oui, pardon, la pièce A2, j'ai pas insisté vu que tu l'avais déjà présentée. Mais voilà, elle est donc juste à proximité immédiate de la cuisine. Alors, un temps a été consacré à l'observation des traces d'utilisation sur les récipients. Donc, on a pu observer des traces de passage au feu à de fortes températures. Donc, c'était surtout les pots et les jattes, enfin les pots en commune sombre et les jattes en terra nigra qui avaient des décolorations, on observait des décolorations de pâte et des éclatements des surfaces également. On a pu voir aussi des traces d'usure sur les fonds, de la présence de suie sur les parois externes des vases. Quelques restes carbonisés ont pu être piégés dans certaines lèvres de peau. Et enfin, des caramels alimentaires ont pu être observés à l'intérieur de certains récipients. Par contre, je précise encore une fois que l'essentiel des tessons était vraiment de petites dimensions. Et donc, on n'a pas lancé d'analyse biochimique, mais elle pourrait être possiblement envisagée à voir à l'avenir. Voilà. Donc, au sud-est du bâtiment A, il y a donc une succession de niveaux de sol aménagés et entretenus qui témoignent de l'existence de l'arrière-cour, comme elle vous l'a présenté. Donc, le mobilier recueilli dans les niveaux de sol, il peut vraisemblablement être associé au fonctionnement de la domus qui jouxte cet espace. Les quelques indices retrouvés dans les niveaux de sol sont datés entre le milieu du 1er et le milieu du 2e siècle. Alors, en revanche, la durée de l'utilisation de l'arrière-cour est plus difficile à percevoir en raison des multiples réaménagements de cette zone. En particulier, les aménagements modernes qui ont beaucoup perturbé cet espace. En effet, tous les niveaux de sol postérieurs au milieu du 2e siècle ont été perturbés par la destruction et les aménagements modernes. Ça a été perturbé par les aménagements modernes. Donc, on a tout de même une fosse qui se trouve ici, la fosse 1054. Donc, elle est vraiment accolée à la cuisine. Elle est située pour partie hors emprise de fouille et elle est quand même de grande dimension. Elle fait 2,70 m sur une largeur d'1,80 m. Elle n'est conservée que sur une vingtaine de centimètres de hauteur. Elle a livré un mobilier riche et varié dont l'examen nous incite à l'interpréter comme une fosse dépotoir destinée à accueillir les rejets générés par un habitat proche, probablement la domus elle-même, et plus précisément par la cuisine. En effet, en plus du mobilier céramique, il y a 107 restes phoniques qui ont été mis au jour et qui représentent tout de même un poids de 738 grammes. Donc la triade porc-bœuf capriné domine l'assemblage et elle est complétée par un peu d'avifaune et de poisson. Et on note que des traces de découpe ont été perçues. Il y a également plus de 2 coquillages qui ont été prélevés dans cette fosse. Donc l'huître est largement majoritaire, mais on retrouve également de la palourde, des praires et des pétoncles. Parmi les éléments mobiliers découverts, nous notons également la présence d'un aiguisoir sur barrette ayant servi à l'affûtage de lames métalliques qui pourraient être en lien avec l'activité culinaire. Donc, concernant la céramique, il y avait tout de même 605 tessons pour un nombre minimum d'individus estimé à 62 vases. Donc, on y retrouve la terre sigillée, donc avec principalement des productions centre-gauloises de Lezoux de la seconde moitié du IIe siècle et du IIIe siècle. On y retrouve également des récipients en terra nigra et des pots en commune sombre qui proviennent des ateliers de Lys Corneau. Donc voilà, l'assemblage est assez cohérent et peut coïncider avec les fonctions culinaires.
Donc là, on a fait une petite comparaison du coup pour voir si l'aspect fonctionnel des récipients issus de la cuisine ou ceux issus de la fosse de rejet, pour voir s'ils étaient assez similaires. Donc encore une fois, on observe qu'il y a une grande majorité, que ce soit dans les deux ensembles, que la grande majorité des vases concernent les vases de préparation ou de cuisson, qu'une bonne partie concerne la vaisselle de service, mais qu'on n'a absolument ou très, très peu d'éléments qui concernent tout ce qui est vaisselle de stockage. Donc, tous les éléments datant... oui, pardon. Le mobilier de la fosse 1054, il constitue un des assemblages les plus tardifs recueillis sur le site. Le caractère très fragmenté du mobilier céramique ainsi que le faible nombre de formes complètes suggèrent un dépôt en lien avec l'utilisation du bâtiment et nous incite à dater sa constitution des dernières années de l'occupation du site. Donc voilà, l'analyse statistique des données. Pour conclure, en fait, l'analyse statistique des données a permis de confirmer la fonction de cuisine à la pièce A3 et de mettre en évidence des caractères communs à d'autres cuisines en Gaule, à savoir la faible représentation de vaisselle de service et de stockage au sein même de la cuisine, suggérant que d'autres pièces, comme les celliers, étaient probablement utilisées à des fins de stockage et de préparation à proximité de la cuisine. Quelques mots juste pour la conclusion. Donc, grâce à cette fouille réalisée en 2017, nous avons pu compléter le plan de l'aile sud-ouest de la Domus de la rue du Four. Ceci dit, la cuisine que nous avons évoquée ici est la seule pièce dont la fonction est clairement établie. Elle se trouve le plus possible en arrière du bâtiment, avec un accès direct sur une arrière-cour avec laquelle elle a probablement fonctionné. Ainsi, la fosse 1054, que Marie a évoquée, a servi de dépotoir au plus proche de la cuisine. Les tables de cuisson que nous avons décrites constituent des éléments bien reconnaissables, mais rares dans nos régions, où ce type d'aménagement paraît être réservé à des habitats urbains privilégiés. L'étude céramologique, au travers de sa démarche fonctionnelle, dégage de grandes lignes qui caractérisent ce type d'occupation. Appliquée aux espaces d'arrière-cour, elle soutient également l'analyse de ces espaces dont la fonction reste bien souvent complexe à établir. Voilà. Je vous remercie.